Allô? Oui, bonjour. L'aluminium est un composant actuellement très important de certains vaccins et pas tous. Il est ce qu'on appelle un adjuvant. C'est-à-dire quand vous vaccinez quelqu'un contre un virus, en fait, vous injectez d'une part une particule virale, un fragment du virus, plus ce qu'on appelle adjuvant, parce que l'adjuvant lui permet de stimuler l'immunité contre la particule virale. Si on injecte qu'une particule virale chez un individu, l'individu ne fera jamais d'immunité. Il ne fait de l'immunité que parce qu'il existe l'adjuvant. L'adjuvant, son rôle, c'est de stimuler l'immunité. Il attraque, il amène l'immunité, les cellules immunitaires, et il dit, regardez, il y a une particule virale, faites votre immunité pour quand vous la reconnaîtrez, quand vous la rencontrerez une prochaine fois, vous la détruisez immédiatement. Donc c'est le rôle de ce qu'on appelle l'adjuvant qui va stimuler l'immunité, et cette immunité va se retourner contre la particule virale. Pour ce qui concerne la question spécifique de l'hydroxyde d'aluminium, il a été introduit dans les vaccins en 1927. Et comme il était considéré devant être éliminé en quelques jours après l'injection, personne ne s'est posé la question d'une toxicité à long terme de ce vaccin. Ça depuis 1927. Et donc c'était entériné par l'habitude que l'hydroxyde d'aluminium était un bon adjuvant en termes de réponse immunitaire souhaitée pour les vaccins, et en termes de safety, ne posait aucun problème parce que toutes les questions de safety ont été adressées sur des périodes courtes. Chez les gens qui ont une myofasciite à macrophage, on refait 10 ans plus tard leur vaccination, leur dernière vaccination aluminique, on refait une biopsie musculaire, on retrouve cet aluminium. Ce qui sous-entend probablement que ces gens-là sont prédisposés, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, génétiques, moléculaires, autres, sont prédisposés à ne pas détruire leur aluminium et ne pas l'éliminer suffisamment. On va dire de 2000 à 2002, on ne m'a jamais posé des questions sur mes vaccins. 2003, 2002, 2003, on ne m'a jamais posé de questions sur mes vaccins. Et puis moi, je l'ai évoqué quelquefois. Et chaque fois que je l'évoquais, j'avais une réaction immédiate et quasi unanime du corps médical qui disait « Mais non, il n'y a aucun lien. Ça a été prouvé, même pour la sclérose en plaques, il n'y a pas de lien. » Donc chaque fois, ça n'ouvrait pas la discussion, c'était pratiquement une fin de non-recevoir. Malheureusement, les patients qui sont atteints de myofasciite à macrophage, ils ont à la fois un blocage mental, je dirais, du monde médical à remettre en cause les vaccins au regard du bénéfice qu'apportent les vaccins à l'histoire de la santé humaine, et d'autre part, ils développent un cortège de symptômes avec lesquels la plupart des médecins ne sont pas encore à l'aise et pas en confiance avec ce dont on parle. Et puis il y a un troisième niveau de blocage qu'on ne va pas minimiser, bien entendu, c'est un blocage industriel, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies industrielles qui ont décidé d'utiliser l'hydroxyde d'aluminium comme un adjuvant et qui, sauf si elles y sont absolument contraintes, ne reviendront pas sur cette décision parce que toute leur gamme industrielle est fondée là-dessus, et donc il y aurait des coûts induits probablement considérables. Et s'il n'y a pas une obligation qui leur est faite de changer d'adjuvant, eh bien, ils n'ont pas de raison d'en changer, je dirais, tant que les vérités médicales, scientifiques, judiciaires n'auront pas été clairement exposées. Merci. Un avocat, s'il vous plaît. Et t'avais dit aussi des légumes si tu faisais une soupe, non? Non. J'ai de la flemme en général. Ça va bon? Alors Antoine. Si on commence à agiter les quelques centaines ou milliers d'accidents vaccinaux, comme les gens vont plus vacciner, ça va être terrible pour l'humanité, les maladies vont gagner du terrain, vont faire des dégâts énormes. C'est le discours qu'on a en face de nous. Est-ce que pour autant il faut accepter l'idée qu'on fait partie du 1 pour 1000 ou du 1 pour 100 000 qui doit être sacrifié pour le bien de la santé publique? Quand c'est les autres qui sont concernés, on se dit c'est déjà difficile quand ça nous tombe dessus. Comment réagir? Non, mais ce qui va, c'est qu'Aurélie,
Elle a le moral et puis elle nous donne aussi la force de passer au-dessus de tout ça, quoi. Et c'est sûr que c'est une dure épreuve. Surtout, on préférait que ce soit à nous, que ce soit arrivé, qu'à Aurélie qui a encore toute sa vie devant elle. C'est surtout ça qui est difficile à accepter, quoi. Je peux pas parler. Non, c'est le fait qu'on n'en parle jamais en fait. Que là, ça remonte d'un coup. Surtout Lionel. Hein. Moi, oui. Si j'avais pas en fait l'aide de mes parents, ça aurait été super dur, quoi. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime le plein air, être avec ma famille, pratiquer des sports. J'aime tout. Mais quand je suis tombée malade, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais même plus regarder dehors. J'avais fait mettre des cartons dans mes fenêtres. Regarder dehors m'était devenu insoutenable. La lumière était trop forte et je ne pouvais plus la tolérer. Même le chant des oiseaux me paraissait trop bruyant. Plus rien n'avait de sens. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si malade. Je n'arrivais pas à croire que c'était le vaccin qui m'avait rendue malade, parce que je n'avais jamais entendu dire que c'était possible. Je ne mangeais plus, j'avais perdu près de 20 kilos en 8 semaines. En désespoir de cause, on m'a fait prendre des stéroïdes pour me faire manger et aussi pour réduire l'enflure cérébrale. Puis un jour, j'ai réussi à parler et à dire à mon père que je pensais avoir fait une réaction au vaccin. J'étais là, je la voyais assise dans la chaise, sachant qu'elle allait mourir et que je n'y pouvais rien. Un des médecins avait prescrit de la vitamine A. Un autre avait appelé pour dire « Elle ne pourra jamais travailler, elle ne pourra pas faire des études, elle ne pourra jamais se débrouiller seule, elle va devoir se soumettre à une psychanalyse profonde toute sa vie. Et puis, en passant, nous ne voulons plus la voir. » Les 7 médecins consultés l'avaient simplement condamnée. Quand les professionnels vous abandonnent, et qu'ils vous abandonnent en se fondant sur vos imperfections, sur vos émotions, et sur votre désir de trouver une raison, au lieu de dire « Allons, ces gens-là ne sont pas hystériques », ce n'est pas comme si nous étions attachés à un enfant unique. Nous avons d'autres enfants, et il nous fallait nous occuper d'eux. Mais simplement parce que nous étions là, ils avaient l'audace de prétendre que nous étions des parents hystériques. C'est simplement dégradant. C'est dégradant. Ils ne nous considèrent pas comme des personnes. Leur discours laisse entendre qu'ils le font, mais ils ne le font pas. C'est une grande frustration pour moi. Et le fait qu'aujourd'hui ils s'entêtent à nier qu'il y ait une relation causale, pour moi, c'est absurde. Comment expliquez-vous ce qui s'est produit? Et là, se faire répondre, c'est juste que nos diagnostics sont plus précis aujourd'hui. C'est un affront pour les parents. C'est un affront pour les personnes concernées. Et c'est un affront pour les personnes qui, comme Stéphanie, se sont rétablies et qui tentent de dire à tout le monde « Voici une façon de faire, c'est ce qui a marché pour moi ». Comment ils justifient ça? C'est tout à fait inconcevable. Que le monde médical s'examine, qu'il se réveille et reconnaisse l'existence d'un lien causal. Si on considère tous les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage,